Bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus avec nous. Bienvenue dans notre 78e webinaire, conférence Biotech Finance. C'est en partenariat toujours avec France Biotech. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Claude Cohen-Bacri. Bonsoir Claude. Bonsoir Jacques Bernard. Claude est le cofondateur et PDG de la société Iscopic. C'est une medtech. Nous allons parler ce soir de l'échographie ultra portable, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Alors Iscopic en clair, c'est une medtech avec un échographe ultra portable, comme je l'ai dit, et qui pourrait être commercialisé dès la fin de l'année 2021. L'entreprise a déjà levé presque 7 millions d'euros. Pour être précis, c'est 6,6 et elle cherche aujourd'hui à environ 10 millions d'euros pour franchir les étapes qui la séparent du marché. Nous allons en parler. Tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'échographie ultraportable. Il y a énormément de choses à dire même. Et Claude, il va falloir que vous nous racontiez un peu la genèse de l'entreprise, où est-ce qu'elle est allée chercher cette techno, cette innovation. La parole est à vous. Bien, merci Jacques Bernard tout d'abord de cette invitation et bonsoir à toutes et à tous. La genèse d'Iscopix, c'est un peu le prolongement d'une carrière en échographie, hein, puisque j'ai toujours travaillé dans ce domaine de l'échographie. J'étais directeur de la recherche en échographie pour Philips jusque dans les années 2005. Je suis rentré en France à ce moment-là et j'ai créé une première société qui est Supersonic Imagine, qui a eu le parcours qu'on connaît, qui aujourd'hui est placé sous giron américain, qui développait un gros échographe. Et l'échographie a toujours essayé de devenir plus agile, plus petite, plus flexible. Et on a commencé à voir apparaître des nouveaux marchés dans l'échographie. Et des médecins avaient vraiment cette appétence d'adopter l'échographie. Et bien évidemment que le facteur de forme est important pour favoriser cette adoption. Et néanmoins, on est toujours resté dans ce paradigme un peu insoluble en échographie, qui est que quand on miniaturise, on perd en performance. Et donc, ça a toujours limité la manière dont les cliniciens pouvaient utiliser leur échographe. Ils ont pu effectivement adopter l'échographie pour des examens tout à fait standards, des visualisations d'hémorragie, par exemple, en médecine d'urgence, ou des visualisations de nerfs pour faciliter l'injection d'un produit anesthésiant pour les anesthésies loco-régionales. Et donc, ça aussi, c'est un marché qui s'est développé. Mais on n'a jamais pu intégrer sur l'échographie ultraportable ou portable des performances qui étaient présentes sur les échographes premium, parce que, eh bien, on a un problème intrinsèque à la miniaturisation, c'est l'énergie. On a moins d'énergie à notre disposition et donc on n'arrive pas à retrouver des performances premium. Et en quittant Supersonic et en voulant justement plutôt favoriser ces cliniciens et favoriser la démocratisation de l'échographie auprès de ces cliniciens en leur donnant toute la capacité diagnostique de l'échographie, hein, qui reste une modalité extrêmement innovante aujourd'hui, eh bien, on est allé chercher avec mon associé François Maurice des technologies qui nous permettraient de rompre ce paradigme qui fait que quand on miniaturise, on perd en performance. Et on a utilisé un contre-pied de cette miniaturisation qu'on a appelée la dématérialisation, qui s'inspire d'ailleurs d'autres technologies qui se sont démocratisées de cette manière-là. Je prendrai par exemple l'exemple de la photographie, hein, qui avant nécessitait des appareils professionnels avec une expertise pour arriver il faut être photographe pour faire une belle image avec un appareil professionnel, et qui aujourd'hui s'est démocratisé grâce au logiciel sur des smartphones. Et aujourd'hui, on n'a aucun réglage à faire avec un smartphone. On acquiert une donnée et puis le processing qui est à l'intérieur du smartphone réalise l'image de la même manière, avec la même performance finalement qu'un appareil professionnel. Eh bien, cette révolution technologique qu'ont vécu ces technodigitales, on s'est dit qu'on pouvait le faire et l'appliquer à l'échographie, qui est une technologie digitale à l'origine. Et on a été chercher des algorithmes qui nous permettaient de réaliser une image échographique performante avec un système finalement qui est
un pur logiciel. Et on a dématérialisé l'échographie, donc on ne miniaturise plus un échographe, on le dématérialise. On enlève le processing qui est dans un gros échographe et on le fait tourner dans un smartphone ou dans une tablette. Et dans la sonde, eh bien, on intègre l'électronique qui est simplement nécessaire à l'acquisition de données. Donc, il y a un échographe premium, alors j'en ai un à côté de moi, c'est l'échographe de mon ancienne société. Voilà, c'est un gros appareil comme ça, hein, sur lequel on branche une sonde. La sonde est branchée à cet appareil et l'appareil envoie des signaux à cette sonde qui répond et l'appareil reconstruit l'image. Et aujourd'hui, eh bien, ce que l'on fait chez Iscopix, c'est développer une seule sonde. Donc, on a une électronique dans cette sonde et on a par ailleurs un logiciel. Et ce logiciel, aujourd'hui, il tourne sur une tablette, mais demain, il pourra tourner dans le cloud, dans un téléphone portable, n'importe où. Il pourra être distribué sur n'importe quel biais pour réaliser la fonction d'un échographe, en étant à chaque fois dédié à une application pour tous les cliniciens auxquels on voudra proposer cette solution. D'accord. Alors, vous êtes... il y a plein d'applications, plein d'aires thérapeutiques sur lesquelles vous pouvez aller, mais vous avez décidé de foncer en priorité dans la NASH. Pourquoi la NASH et qu'est-ce que vous allez y apporter? Quel est votre avantage dans ce domaine-là? Quand on crée une société et quand on crée une start-up, il faut surtout faire très attention à son positionnement. Et la création d'un échographe ultra portable en soi n'est pas nouvelle. Il existe des appareils ultra portables qui soit sont moins performants, mais ils existent. Et on a fait un travail de cerner les marchés sur lesquels on aurait un avantage compétitif qui nous place dans cet océan bleu où on est les seuls à pouvoir répondre aux besoins du clinicien grâce à ce que l'on appelle des biomarqueurs d'imagerie. Et ces biomarqueurs d'imagerie, ce sont des modes d'imagerie quantitative, c'est-à-dire que l'échographe vous fait une image, mais vous pouvez également estimer des paramètres physiques au niveau du tissu que vous regardez qui caractérisent ce tissu pour les pathologies en question. Et ça, on est unique dans ce cadre-là. C'est-à-dire, oui, notre facteur de forme est ultra portable, mais on est unique dans le fait de pouvoir, avec ce facteur de forme ultra portable, donner une information diagnostique unique. Et cette information diagnostique unique, elle est délivrée par l'intermédiaire de ce que j'appelle ces biomarqueurs d'imagerie, qui sont une caractérisation du tissu. Et la première des caractéristiques du tissu que l'on démocratise, qui est présente sur des échographes premium et que l'on amène dans des échographes ultra portables, c'est l'élasticité tissulaire, c'est la dureté d'un tissu. Et on sait que la dureté du tissu est parfaitement corrélée pour le foie à la fibrose hépatique. Et donc, on a choisi un marché dans lequel, premièrement, le biomarqueur était extrêmement pertinent, puisqu'on arrive à estimer la fibrose hépatique avec une échographie. Excusez-moi. Et on a choisi également ce marché parce que c'est un marché qui est considérable, ce qui est énorme. Aujourd'hui, le marché de la NASH, c'est un marché qui touche potentiellement les patients atteints de la maladie du foie gras, hein, et on sait que à l'intérieur de la population, une personne sur 4 a le foie gras, et que à l'intérieur de ces personnes-là, 20% vont développer la NASH. Alors, c'est quoi la NASH? C'est le développement d'une inflammation lorsqu'on a le foie gras, et cette inflammation conduit à une fibrose, et c'est ça qui devient extrêmement dangereux et qui évolue vers un cancer et qui est tellement grave aujourd'hui que c'est la première cause de transplantation du foie aux États-Unis, par exemple. Hein. C'est ce qu'on appelle aussi la maladie du soda. Et les États-Unis sont particulièrement affectés par cette maladie. Donc voilà pourquoi la NASH, c'était un concours pas de circonstances, mais une association d'une pertinence technologique très forte du biomarqueur de la fibrose et d'un marché qui est en attente de ce biomarqueur pour pouvoir administrer les médicaments qui d'ailleurs sont en préparation aujourd'hui par des sociétés pharmaceutiques. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est une première société pharmaceutique qui a décidé d'investir dans notre projet en phase d'amorçage dès la fin de 2018 pour nous permettre de créer cette société.
Alors, on peut la citer, c'est Gilead qui vous a suivi, c'est ça. Hein. Absolument. Et il y a une chose qui est intéressante dans ce produit-là, c'est ensuite c'est la pénétration du marché, le mode de pénétration du marché que vous allez proposer ce produit sous quelle forme. Je veux dire, pas sous quelle forme, mais sous quel type de contrat vous allez avancer. Alors c'est une bonne question parce que bien évidemment l'enjeu business de ce type de device et comme l'enjeu business de toute transformation numérique de technologie, c'est un business model avec énormément de récurrence. Et idéalement, ce que l'on aimerait développer, c'est un système qui est distribué et qui permet un revenu de paiement à l'acte, hein, ou de paiement au service ou d'abonnement, hein, mais c'est la même chose, c'est cette idée de récurrence de revenus sur un système qui est distribué dans sa spécialité. Et la stratégie d'accès au marché pour aller vers ce paiement à l'acte, elle n'est pas évidente à implémenter, paiement à l'acte ou abonnement, elle n'est pas évidente à implémenter parce que les médecins aujourd'hui ne sont pas habitués à avoir des paiements à l'acte pour des devices. On est habitué à acheter un gros échographe aujourd'hui. On fait un investissement en capital equipment et puis on l'amortit au fur et à mesure des examens que l'on réalise grâce à cet échographe. Néanmoins, on voit aussi que c'est un frein à l'adoption. Le fait de sortir 40 000 € pour un médecin, c'est pas évident. Et dans les marchés qui nous concernent, et on va aller vers la médecine générale, bien évidemment, il est inenvisageable d'avoir un médecin généraliste qui fait un investissement de 40 000 € pour un échographe. Donc, il y a aussi un bénéfice à essayer de démocratiser finalement cet accès au marché en lui proposant une solution qui soit plus de l'ordre de l'abonnement ou du paiement à l'acte. Alors, la stratégie d'accès au marché, on l'a décomposée en 3 phases. Bon, le premier marché, c'est le marché de la NASH. Et donc, la première phase dans ce marché de la NASH, c'est la commercialisation ou la distribution de notre équipement auprès de CRO et de sociétés pharmaceutiques qui sont aujourd'hui en train de travailler sur le développement d'un médicament. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un passage obligé puisque les drogues, les médicaments ne sont pas encore sur le marché et on commencera, je pense, à avoir les premières molécules l'année prochaine sur le marché. Mais vous avez aujourd'hui près d'une quarantaine de sociétés pharmaceutiques et plus de 80 molécules qui sont en lice pour donner naissance à des médicaments pour la NASH. Et donc, il y a énormément d'essais. C'est un domaine, d'ailleurs, dans le domaine pharma qui a déclenché énormément d'investissements depuis plusieurs années. C'est un domaine très actif et aujourd'hui, ces entreprises pharmaceutiques ou ces CRO ont des problèmes qui sont reliés au fait que la biopsie reste le gold standard pour l'évaluation de cette pathologie-là. Et on va venir donc leur apporter une alternative non invasive à la sélection des patients qui doivent être enrôlés dans ces essais cliniques, mais également au suivi de l'évolution de ces patients sous drogue. Donc ça, c'est le premier marché. Et alors, vous allez me dire pourquoi est-ce que on a une chance de rentrer dans ce marché? Ben, c'est parce qu'on est appelé finalement par la pharma au secours pour ce marché-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les sociétés pharmaceutiques font des essais cliniques sur leurs molécules. Ils cherchent des patients atteints de NASH, donc il faut aller les chercher, ces patients. Et aujourd'hui, s'il s'agit de faire une biopsie pour aller détecter les patients atteints de NASH, c'est inenvisageable. On ne veut pas faire une biopsie si on n'a pas une grande probabilité d'avoir un patient NASH. Donc, il faut avoir un examen qui peut être un examen sanguin, mais qui reste imparfait aujourd'hui, ou un examen échographique qui déjà a le mérite de montrer qu'il y a de la stéatose, du gras dans le foie, parce que l'écho est reconnu pour ça, mais qui en plus va venir qualifier le taux de fibrose qu'il y a dans le foie d'un patient avant même de faire une biopsie qui viendra confirmer ce taux de fibrose. Et au niveau donc de ce recrutement, on permet déjà à la pharma de faire des économies parce qu'elle ne va pas biopsier et enrôler un patient, ça coûte très cher dans un essai pharma, donc elle ne va pas enrôler un patient à mauvais escient, puisqu'elle aura une garantie d'avoir de la fibrose sur le patient, puisqu'elle l'aura eu grâce à un examen avec cette sonde-là. Le deuxième problème que les sociétés pharmaceutiques ont, c'est que dans les bras placebo des essais cliniques, on fait un contrôle à T0 et à T0 plus 1 an, 12 mois, ou 54 semaines, ou 50 semaines, ou 48 semaines, ça dépend. Et on voit des variabilités dans l'évaluation de la fibrose
que l'on lit sur les lames de biopsie. Alors qu'il n'y a aucune raison que la fibrose change dans ces bras placebo qui sont, on le sait tous, des bras de patients qui ne sont absolument pas traités. Et en fait, ce que l'on constate et ce que la pharma constate quand elle fait ses observations, c'est qu'il y a en fait une grande variabilité dans les sites qui viennent être échantillonnés. Quand on fait une biopsie du foie, on n'échantillonne jamais 2 fois le même endroit. Et en fait, comme la pathologie est diffuse et hétérogène, eh bien, on n'a pas une évaluation globale de la pathologie qui est vraiment révélatrice du niveau de fibrose du foie en faisant un micro-échantillon avec une biopsie. Et donc, une image du foie, qui peut être une image échographique dans notre cas, mais qui peut aussi être une image IRM, a par essence une vision de la globalité et de l'hétérogénéité de la pathologie. Et aujourd'hui, alors il est là aussi, c'est pas possible de mettre l'IRM à contribution pour aller chercher des patients, hein, on l'aura bien compris, c'est pas non plus possible d'aller demander à des radiologues d'aller examiner des patients pour aller les recruter. Donc effectivement, la solution ultra portable pour aller recruter ces patients et avoir cette évaluation globale de l'état du foie est fortement privilégié, à privilégier. Et le troisième problème que les sociétés pharmaceutiques ont, c'est que dans les bras traités, elles doivent évaluer le bénéfice de leur drogue en démontrant que le score de fibrose, on le rappelle, la fibrose est évaluée par des anatomopathologistes qui lisent des lames de biopsie et qui vont identifier des patterns qui leur permettent de donner des scores. Il y a 4 scores, F1, F2, F3, F4, dans cette évolution de fibrose, et on va demander à la société pharmaceutique de démontrer que le médicament passe d'un score F4 à un score F3 ou d'un score F3 à un score F2 pour effectivement démontrer qu'il a une action sur la diminution de la fibrose du patient. Et bien évidemment, comme il s'agit de scores discrets, il est quelquefois assez long il faut attendre suffisamment longtemps pour qu'un patient passe de F4 à F3. Or, si vous avez une mesure, un biomarqueur quantitatif qui vous image et qui vous quantifie la dureté d'un tissu, qui est une valeur qui est continue et qui évolue de manière continue, on n'a pas des valeurs discrètes, on mesure une quantité et cette quantité évolue continuellement au fur et à mesure de l'évolution ou de la diminution de la fibrose, eh bien, on a une valeur qui peut être évaluée à n'importe quel moment et qui permettrait de dire, eh bien, j'ai une diminution de 2, 5, 10, 15% de ma fibrose, sans passer nécessairement ou sans prendre le temps de traiter un patient jusqu'à ce qu'il passe d'un F3 à F2, par exemple. On dira, il a une diminution de X% de son stade de fibrose F3. Et on peut avoir très tôt une indication d'efficacité du médicament qui est finalement et qui sera finalement assez révélatrice de l'efficacité de la drogue, voire même pouvoir comparer entre différentes drogues, et qui est une alternative à la biopsie. Alors, ce que je dis, c'est aujourd'hui, bien évidemment, à l'encontre de ce que la FDA, par exemple, suggère, parce que la FDA ne voit que par la biopsie. Mais vous avez tout un tas de sociétés pharmaceutiques qui sont en train de faire un lobbying auprès de la FDA pour essayer de leur faire comprendre que la biopsie n'est finalement pas nécessairement un révélateur de la progression de la maladie. Et donc, tout l'enjeu, et ce sera d'introduire ces outils, ces biomarqueurs d'imagerie, comme à minima des compléments, et dans le meilleur des cas des endpoints dans l'essai clinique qui montrera l'efficacité du médicament. Et je terminerai juste peut-être par une anecdote au niveau de la pharma, c'est qu'une échographie, ça fait aussi bien de l'humain que de l'animal, par opposition aux biomarqueurs sanguins. Et donc demain, on pourra aussi faciliter le développement préclinique et avoir une espèce de continuum de mesures pour aller vers le clinique, avec l'écho. Donc ça, c'est la première phase, la première phase du go-to-market. On voit dans d'autres... D'accord. Et donc, la suite. Alors, la suite, c'est bien évidemment... Après la première phase. Quand le médicament sera sur le marché, eh bien, on délivrera ce device au prescripteur, donc au diabétologue dans un premier temps, puisque ce sont ceux qui... les patients diabétiques de type 2 développent à plus de 50% du foie gras, donc c'est vraiment une prévalence énorme au sein de cette population-là, pour aller détecter les patients à traiter. Et dans un troisième temps, ce sera les médecins généralistes.
parce que, bien qu'on le veuille ou non, les médecins généralistes prennent en charge certaines indications de complications en tout cas d'état de complications des diabétiques, et ils pourront tout à fait faire cette mesure eux-mêmes. Et j'ai envie de dire, ça sera le différenciateur de l'échographe qu'ils adopteront. Ce sera cette mesure de fibrose, sachant que pour le reste de l'imagerie, et cette sonde est une sonde abdominale qui peut regarder tout l'abdomen, ils pourront utiliser cette sonde aussi pour répondre à toutes les indications de l'échographie en médecine générale qui existent d'ores et déjà. Donc voilà comment on va pénétrer le marché, les pharma d'abord, les CRO, qui finalement utilisent les key opinion leaders des diabétologues dans leurs essais, et des gastro-entérologues, les gastro- et hépatologues qui vont prescrire la drogue, et ensuite les médecins généralistes. Okay. Au passage, dans votre système de commercialisation du produit, il y a quand même aussi des gains économiques qui sont importants parce que le déplacement d'un malade dans un centre, échographie et autres, ça a un coût, évidemment. Là, on est sur une autre logique. On passe de combien à combien, grosso modo? Alors aujourd'hui, il y a effectivement alors c'est tout ce que l'on appelle en échographie le point of care. Point of care en échographie, ça veut dire que l'échographe va vers le patient plutôt que d'amener le patient dans un service de radiologie où il va pouvoir être examiné. Et le point of care aujourd'hui, c'est le marché en plus forte croissance au sein du marché de l'échographie. Donc, c'est vraiment ce qui drive la croissance du marché de l'échographie aujourd'hui, le point of care. C'est un marché d'1,7 milliard et ça croît à 8% de CAGR, alors que le marché de la radiologie, par exemple, croît à 3% de CAGR. Donc, c'est vraiment ça qui drive la croissance. Et pourquoi ça drive la croissance? Parce que en plus de développer le marché existant, ça conquiert de nouveaux marchés. Énormément de spécialités cliniques vont se mettre à adopter l'échographie. Alors, je parlais des hépatologues, des gastro-entérologues. Aujourd'hui, ces spécialités qui ont déjà adopté l'échographie, alors on pense souvent aux obstétriciens et aux cardiologues qui ont vraiment adopté dès le début l'échographie, mais aujourd'hui, les urologues, pour la prostate, pratiquent leur propre échographie. Et demain, on sait très bien que de plus en plus de spécialités vont l'adopter, ce qui crée cette croissance un peu hors norme du marché du point of care. Et effectivement, non seulement la prise en charge et le système de santé s'y retrouve, parce qu'on trie plutôt finalement les patients, mais également on va pouvoir avoir un reach beaucoup plus important. On peut trouver des sondes de ce type-là en campagne avec un médecin qui va aller de région en région où on a des déserts médicaux. Alors je pense pas nécessairement à la France en disant ça, mais ne serait-ce que des territoires aussi vastes que la Chine ou l'Inde. Ce sont des propositions de produits qui sont extrêmement intéressantes pour ces marchés-là. Parce que ça permet une démultiplication de l'acte même de l'échographie par plein d'acteurs de la chaîne de soins. Donc c'est ça qui va finalement permettre d'optimiser le système de santé. On aura des examens finalement de triage avant d'aller faire une grosse échographie par un radiologue expérimenté qui lui, bien évidemment, nécessite un appareil beaucoup plus complet. Je rebondis sur les déserts médicaux parce qu'on l'a vu dans d'autres domaines. Effectivement, la séparation entre le spécialiste et les techniciens, il existe aujourd'hui des centres techniques qui font toutes ces opérations, on va dire, d'échographie. Je prends l'échographie comme exemple, mais qui permettent de stocker des images qui vont être utilisées par des spécialistes qui ne sont pas dans le même lieu. Et c'est ça, finalement, le modèle futur. Alors on a bien vu, puis bon, enfin, vous faites également référence, on peut également faire référence à la télémédecine. Aujourd'hui, un infirmier de campagne peut avoir cette sonde et transférer les données de cette sonde auprès de n'importe quel médecin qui est dans une autre région. Alors, à ce sujet, il y a une précision à apporter par rapport à ce que l'on peut faire et que
et qui nous différencie des autres. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que notre échographe, c'est un logiciel. Hein, c'est plus un appareil, c'est un logiciel. Et c'est ce logiciel qui fabrique l'image. Et la localisation physique de ce logiciel importe peu. Aujourd'hui, j'ai une sonde qui se connecte via un câble USB à une tablette, mais demain, elle sera sans fil, ou elle enverra ses données dans le cloud et quelqu'un accédera à ces données à distance avec le logiciel échographe. Donc, il a même pas, le logiciel n'a même pas besoin d'être dans la même localisation que la sonde pour pouvoir contrôler cette sonde et lui faire des images. Donc, on est particulièrement bien adapté à tout ce qui est télémédecine et on le sait, c'est un secteur en pleine croissance. Alors, on l'a vu malgré nous avec l'épisode Covid. C'est une pratique qui va se développer et bien évidemment que quand on n'a plus en face de soi un patient que l'on peut palper, eh bien, on pourrait quand même essayer, avec une sonde échographique, de venir rechercher des paramètres qui, aujourd'hui, sont des paramètres que l'on vient recueillir grâce au toucher. Par exemple, on vient palper un abdomen aujourd'hui avec les mains quand on a le patient sous la main. Demain, si on n'a pas le patient sous la main, on lui pose une sonde échographique et on va venir évaluer la dureté du foie, par exemple. Donc, tout ça, ça vient compléter l'acte de télémédecine où on vient augmenter les informations qu'a un médecin ou auxquelles un médecin a accès lorsqu'il est en télémédecine pour examiner le patient, on vient le compléter finalement, hein, parce que finalement, plus il y a une distance, plus il faut essayer de compenser cette distance par un sens qu'il n'a plus parce que le patient n'est plus devant lui, mais qu'il peut avoir de manière déportée grâce à une sonde d'échographie. Donc, c'est très bien adapté à tout ce qui est télémédecine. Et effectivement, oui, je pense que demain, on pourra très bien imaginer que ce type de solution est disponible, alors soit dans une maison médicalisée qui n'a pas l'expertise de l'interprétation, mais pour lequel la prise de contrôle à distance de l'échographe est réalisée par un centre de radiologie ou par un centre de médecine spécialisée. Alors, on n'a pas abordé une petite question qui est importante quand même dans ce domaine-là, c'est tous les problèmes de sécurité des données des patients, éventuellement les freins que peuvent représenter en Europe, côté européen en tout cas, tout ce qui est les données patients, RGPD, toutes ces choses-là qui vont forcément perturber un peu le développement, contrairement aux États-Unis où c'est un peu plus dynamique, on va dire. Oui, et bien évidemment qu'on est soumis à ces contraintes-là. Pour tout ce qui est transfert de données et gestion de données patients et anonymisation de données et surtout, parce que c'est finalement ce qu'il y a de plus important, c'est la sécurisation de la connexion entre le logiciel et la sonde. Parce que on n'a plus de colocalité physique entre la sonde et l'échographe, qui est le logiciel. Et donc, il faut assurer un appairage extrêmement sécurisé. Et on se penche sur ces problématiques-là comme nos compétiteurs, hein, finalement. Et c'est vrai qu'on doit développer des méthodes que l'on a développées, hein, bien évidemment, pour assurer cette sécurité-là et pour faire en sorte que personne ne puisse prendre le contrôle d'une sonde avec un logiciel pirate, bien évidemment. Donc, il y a cet aspect sécurisation du fonctionnement, et puis il y a l'aspect, bien évidemment, ensuite de sécurisation des données. Mais je voudrais juste rajouter une chose sur les données, parce que aujourd'hui, la promesse de ce facteur de forme, la promesse d'une distribution à grande échelle de sondes échographiques dans le monde médical, c'est la promesse d'une augmentation considérable de la data. Hein, on l'a vu, hein, si je reprends l'analogie de la photographie, ce sont la création d'appareils photo sur des smartphones qui ont créé des sociétés comme Instagram, par exemple, où puisqu'on a une profusion de data, on peut créer de la valeur avec des logiciels qui utilisent cette data. Et dans le domaine médical, ces logiciels qui utilisent cette data, ce sera des logiciels d'aide au diagnostic, des logiciels d'expertise médicale qui vont utiliser ce que le device va leur donner. Et contrairement à tous les autres échographes ultraportables, alors qui ont tous ça en tête, hein, tout le monde dans le monde de l'échographie ultraportable a en tête le fait de valoriser la data. Et la data pour eux, c'est de l'image. Pour nous, c'est pas de l'image, c'est ce qui vient avant l'image, c'est la donnée brute.
puisque, je le répète, les données brutes sont envoyées de la sonde au logiciel pour reconstruire l'image. Et donc, si j'ai des images floues avec des compétiteurs, par exemple, qui viennent populer une base de données pour en extraire du diagnostic, nous, on n'aura pas d'image floue, on aura de la data pure qui vient de la sonde puisqu'elle est transférée telle qu'elle avant d'être transformée en image, et elle est transformée en image après. Et donc, cette data pure que l'on vient extraire avec cet outil-là, eh bien, on pense qu'il a des informations qui sont probablement beaucoup plus riches qu'après les avoir transformées en images. Et c'est ça que l'on a en tête aussi pour l'après, pour l'innovation d'après avec ce type de device. Parfait. Alors, on est arrivé à 19h32. C'est le moment pour les participants qui le souhaitent de formuler leurs questions par écrit. En attendant, pour leur laisser le temps de taper les questions, pour vous laisser le temps de taper les questions, parlons financement. Alors, la société a été financée à 6,6 millions d'euros. On l'a dit, il y a eu du BPI France dans le financement notamment. Vous pourrez nous rappeler un peu les tenants aboutissants. Et puis, elle cherche 10 millions d'euros. Pourquoi faire exactement, où est-ce que vous en êtes industriellement parlant, voilà, c'est intéressant de savoir ce que vous allez faire. Alors, donc on a depuis notre création, enfin l'histoire du financement de Discopix, c'est l'histoire d'un accompagnement de BPI France qui a été, j'ai envie de dire, sans faille. La première, finalement, la manière dont on a créé Iscopix, c'est premièrement grâce à une bourse d'amorçage de BPI France et le concours iLab, dont on a été lauréat en 2018. Et suite à ce concours, on a donc fait une levée de 1,5 million auprès de la société pharmaceutique Gilead. Et ensuite, on a soumis un certain nombre de projets dont on a eu la chance d'être lauréat finalement, un financement Deep Tech par BPI France. On a été lauréat du grand défi intelligence artificielle pour un meilleur système de santé. Et tout dernièrement du concours d'innovation Innov. Donc un accompagnement, j'ai envie de dire, de BPI financement, hein, et c'est pas la branche investissement de BPI, mais bien la branche qui accompagne les sociétés dans l'aide au développement grâce à des financements autour de projets, qui nous a accompagnés et les représentants locaux de BPI France en région. Donc tout ça, quand on met bout à bout ces financements-là, eh bien on arrive aux 6,6 millions que vous mentionniez tout à l'heure. Donc un financement relativement considérable compte tenu du fait que l'amorçage était relativement limité puisque c'était 1,5 million de la société Gilead. Aujourd'hui, bien évidemment, les projets financés, on n'a pas touché tout le financement associé à ces projets puisqu'ils sont en cours ou ils vont commencer pour certains, mais on cherche à augmenter notre equity aujourd'hui avec 10 millions d'euros et ces 10 millions d'euros vont nous permettre deux grands sujets. Premièrement, de démontrer qu'avec un produit qui va rentrer sur le marché à la fin de l'année prochaine, on arrive à marquer l'essai, si je puis dire, sur cette première phase de notre stratégie go-to-market, qui est de rentrer dans les essais cliniques de la pharma, avec d'ailleurs un business model qui essaiera de valider ce que je disais précédemment, c'est-à-dire un business model avec du récurrent autour de paiement à l'acte. Et la deuxième, et donc poursuivre ensuite cette commercialisation en deuxième phase auprès des end customers, hein, les diabétologues, probablement par des contrats de distribution. Alors, je suis aujourd'hui d'ores et déjà en discussion avec une société qui était très intéressée par la distribution de ce device, et bien évidemment que c'est des discussions qui vont se poursuivre, mais aujourd'hui, je vais beaucoup plus privilégier la distribution par un acteur d'un domaine clinique particulier, et dans ce cas-là, c'est les diabétologues, plutôt que développer une force de vente pour aller adresser une niche quelque part qui est finalement limitée aux diabétologues. Le deuxième volet de ce use of proceeds, c'est
comment dirais-je, la création et le développement d'autres applications. Et pour ce faire, on va utiliser un modèle qui est un peu un modèle de plateforme. Alors certains parlent d'un modèle de marketplace, qui est de dire que aujourd'hui j'ai un logiciel et une sonde échographique. Alors une sonde échographique, ça peut imager plein d'organes. Toutes les parties du corps sont accessibles par l'échographie. Et je vais aller chercher dans des laboratoires publics ou privés des innovations qui sont des technologies qui développent l'extraction d'informations particulières à partir de données que l'on recueille sur une sonde échographique, pour établir des partenariats avec eux et développer et faire germer, j'ai envie de dire, dans ces laboratoires, à la fois en clinique et en académique, des innovations autour d'autres pathologies pour créer nos prochains marchés. Alors, ces prochains marchés, on les a plus ou moins identifiés. On en a surtout identifié un fort récemment, qui est le marché du pulmonaire. Et on a une relation avec l'Université de Caroline du Nord qui, précisément, a développé un biomarqueur de l'analyse des ultrasons qui voyagent dans les poumons et qui viennent signer la présence d'un œdème ou de fibrose pulmonaire. Eh bien, la collaboration avec ce laboratoire, typiquement, on leur fournit cet équipement qui leur permet de faire de l'acquisition de données et qui leur permet d'aller en clinique extrêmement rapidement quand même, parce que on peut distribuer ce device dans pas mal de sites qui viennent recruter de la data pour valider ces biomarqueurs que cette université développe et créer un marché, une application pulmonaire grâce à cette relation-là. Et cette diffusion, j'ai envie de dire, sélective, bien sûr, on va aller chercher des labos qui sont particulièrement intéressés aux pathologies auxquelles on s'intéresse nous-mêmes, pour aller faire germer cette innovation clinique et donner naissance à de nouveaux produits. Et c'est ça la prochaine étape, et en tout cas le deuxième volet de ce Use of Proceed, c'est de développer notre roadmap en biomarqueurs et notre roadmap marché par la même occasion, grâce à ces collaborations et ces alliances stratégiques. Alors, on a une petite question qui s'est posée, qui est très intéressante sur votre parcours réglementaire aux États-Unis. Est-ce que vous avez besoin d'un agrément de type 510K pour que votre dispositif puisse être intégré à un essai clinique? C'est très intéressant comme questionnement. Alors c'est très important et effectivement j'ai envie de répondre, on a heureusement uniquement besoin d'un 510K pour aller aux États-Unis, puisqu'en effet on est sur de la substantielle équivalence avec ce que fait l'échographie haut de gamme. On a des modes qui caractérisent les milieux comme la dureté tissulaire, ça existe sur des échographes haut de gamme, et on va plaider une équivalence par rapport à ces échographes-là, puisqu'on n'est ni plus ni moins qu'un échographe en fait. Soit on vient adresser le marché par spécialité, mais on fait un acte échographique quelque part. Donc on a validé une stratégie 510K, 510K auprès des instances réglementaires aux États-Unis pour pouvoir mettre notre produit sur le marché. C'est une question importante parce que aujourd'hui, parler de biomarqueurs d'imagerie, ça pourrait être interprété comme parler de biomarqueurs, c'est-à-dire diagnostiquer une pathologie. Or, ça n'est pas ce que l'on fait. On ne va pas proposer et valider notre produit comme étant un biomarqueur de la NASH. Par contre, on va valider notre produit en démontrant qu'il mesure des paramètres physiques qui eux-mêmes, par ailleurs, par des sociétés savantes cliniques, est validé comme étant un outil de mesure de la fibrose. Donc c'est une subtilité mais qui a son importance parce que c'est tout à fait différent de dire je mesure la fibrose, qui conduirait à un PMA aux États-Unis et pour être effectivement qualifié de vrai biomarqueur, et dire je propose une mesure de la dureté tissulaire qui est une mesure physique qui peut être comparée à ce que fait par ailleurs un échographe premium et qui a simplement besoin, pour être validé, de l'être sur des fantômes de dureté connus. Et c'est cette, entre guillemets, stratégie-là qui nous permet d'aller vers du 510K
parce qu'on a la chance d'avoir les sociétés savantes et patho-gastro-entérologues qui ont déjà validé le fait que la dureté est un vrai révélateur et une vraie mesure de la fibrose par ailleurs. Donc la question est loin d'être anodine à ce niveau-là, ça a une vraie importance dans la stratégie réglementaire, hein, de préciser le câble de l'indication, de l'indication for use. Claude, merci pour cette réponse détaillée, cette intervention qui nous a permis de plonger vraiment dans tous les aspects du développement de Xcopic et de son produit. Je remercie nos participants d'être restés avec nous pour cette intervention brillante. Comme d'habitude, les jeudis soirs, j'ai la présentation de ce que nous faisons et de la lettre qui sort demain. Demain, nous serons avec la lettre 924. Dans cette lettre 924, on va parler de nanobiotiques. Vous savez, société qui va aller se coter sur le Nasdaq. On en parlait encore ce matin de ces nombreuses sociétés françaises qui vont sur le Nasdaq. On va donc leur souhaiter une très très bonne chance pour cette cotation très prochaine. Ensuite, on a une double page qui peut être intéressante qui est sur Amolyt. Amolyt, c'est anciennement Alizé Pharma. Vous savez qui en 2019, juillet 2019, avait levé 65 millions d'euros. Je dis bien 65 millions d'euros et qui est vraiment dans l'endocrinologie et qui a un très très beau progrès. Donc Thierry Abribat, le PDG de cette société, nous explique de fond en comble sa stratégie de développement dans ces domaines-là. Je vous remercie à tous encore une fois. Merci d'être venus. Merci Claude et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.